Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette conférence du Salon Visée Droit. Tout d'abord, je me présente, donc Alexandre Forêt, avocat chez Garling WLG associé, ainsi que bâtonnier sortant du Barreau de Montréal et surtout fan invétéré du Salon Visée Droit et de toutes ces merveilleuses activités qui sont à chaque année l'événement phare du Barreau de Montréal. Donc, comme vous avez pu le voir en introduction, en fait, dans notre première diapositive, la discussion que nous allons avoir aujourd'hui est très intéressante. Ce sera donc une discussion sur l'état de droit, les droits individuels et surtout faire le point à savoir où nous en sommes actuellement, particulièrement en plein, j'allais dire milieu, mais non, plutôt vers la fin d'une pandémie, soyons positifs. Et évidemment, pour une telle conférence, ce n'est pas du tout moi qui en sera la vedette, mais bien sûr, Maître Frédéric Bérard, qui nous fait l'honneur, en fait, d'être présent aujourd'hui et de nous éclairer de ses multiples lanternes dans les divers domaines dans lesquels il excelle. Donc, je me permets de vous le présenter très rapidement parce qu'une véritable présentation complète de Maître Bérard prendrait des heures. Donc, je ne prendrai que 3 petites lignes de texte, à savoir que donc, Maître Frédéric Bérard est un docteur en droit, politicologue, qui a également poursuivi des études de post-doctorales en philosophie. Il a été récipiendaire donc d'une douzaine de prix d'excellence en enseignement décernés par les universités de Montréal et de McGill. Donc, je me permettrai d'appeler Maître Bérard Frédéric, s'il me le permet lui-même, pour que la conversation soit, je dirais, la plus entraînante possible. Et justement, avant de débuter cette conversation-là, je tiens à vous dire à tous, donc non seulement nous pourrons prendre des questions à la toute fin de la conférence, mais si pendant la conférence, pendant les échanges que Frédéric et moi aurons concernant l'état de droit et les droits individuels, vous avez des questions qui vous viennent spontanément en tête, n'hésitez pas du tout à les poser dans la section Q&R et je tenterai bien évidemment là, de les mettre, de les inclure à notre discussion pour que vous puissiez avoir une réponse pendant que le sujet est chaud et est en train d'être discuté. Donc, voilà, sans plus attendre, débutons la discussion. En fait, tout d'abord, faire une première question très, très simple, parce qu'on parle d'état de droit, on sent juste, on mentionne état de droit comme spontanément, on voit une importance, on voit quelque chose que c'est un principe de base, mais qu'est-ce que l'état de droit, Frédéric? Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'état de droit? Salut tout le monde. Merci Alexandre pour cette généreuse présentation. L'état de droit, effectivement, a l'air d'être un concept très avocacier, alors que ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus philosophique et fondamental que ça. Je dirais même qu'il n'y a aucune démocratie sérieuse qui peut exister sans un état de droit. Donc, si vous vous dites démocrate, à mon avis, vous devez aussi vous faire l'ambassadeur d'un état de droit. Et l'état de droit, comment on pourrait le résumer de la manière la plus simple? Il y a plusieurs déclinaisons, variations scientifiques, mais très essentiellement, je pense qu'on peut le recouper sous 3 critères fondamentaux. Le premier, c'est qu'il y a une seule loi qui s'applique pour tous et chacun, tout simplement. En d'autres termes, nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas, en théorie, de privilèges non plus. Nous avons, et je parle d'un point de vue juridique, évidemment, nous avons le même traitement juridique en rapport à la loi. Ça, c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, et il n'y a pas de hiérarchie, cela dit, dans ce que je vais dire. Le critère numéro 2, c'est que les tribunaux, le pouvoir judiciaire, se fait un peu, pas un peu en fait, doit se faire le chien de garde des comportements du pouvoir législatif, donc celui qui adopte les lois, par exemple l'Assemblée nationale à Québec ou le Parlement à Ottawa, ainsi que du pouvoir exécutif, c'est-à-dire les gouvernements. Dans ce cas-ci, actuellement, le gouvernement Legault à Québec, le gouvernement Trudeau à Ottawa. Donc, le pouvoir judiciaire s'assure que tant le législatif que l'exécutif respectent les règles qui auront été adoptées. Troisième critère, et c'est souvent là que le bas blesse davantage, même dans un pays comme le nôtre, même au Québec, c'est le fait que le pouvoir public, l'exercice du pouvoir public doit être conforme à la règle de droit. En d'autres termes, vous devez, si vous êtes un gouvernement, si vous êtes un ministre, plus précisément, votre pouvoir pour agir doit tirer sa source dans une règle de droit claire. Si vous n'avez pas une règle de droit qui vous permet d'agir, bien, vous ne pouvez pas agir tout simplement. Donc, c'est un peu les 3 critères
fondamentaux. Il y a des variations sur thème, comme je l'expliquais, mais de façon générale, je pense que la plupart des experts s'entendent sur ce que je viens de vous dire. Et justement, alors qu'on est dans l'aspect un peu plus philosophique, un peu plus, je dirais, de définition, est-ce qu'on peut dire que l'État de droit, en fait, s'oppose aux droits individuels, en quelque sorte, ou vise, je dirais, de couvrir la majorité, ou au contraire, permet à des droits individuels de triompher sur une majorité qui pourrait être oppressante? Ça, c'est une sacrée belle question parce qu'il y a toujours l'espèce de rapport dialectique, en quelque sorte, entre les intérêts de la collectivité et les intérêts individuels. Moi, je pense que l'État de droit permet de concilier essentiellement les deux, de façon générale. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit qu'il y a une seule loi pour tous, ben souvent, cette loi-là, peut-être pas souvent, mais parfois, cette loi-là peut aussi être une loi constitutionnelle. Par exemple, une charte des droits. Mais la charte des droits vous accorde des droits très, très individuels, des droits qui s'appliquent précisément à vous, par exemple. Quand je dis droit, ça peut être aussi une liberté. Vous avez la liberté d'expression, vous avez un droit à l'égalité. En d'autres termes, vous avez le droit de faire en sorte que le gouvernement ne vous discrimine pas sur votre âge, sur votre sexe, sur votre race, et ainsi de suite. Où la question devient particulièrement intéressante, c'est justement au niveau de cette dialectique. Qu'est-ce que je veux dire par dialectique? C'est que très, très, très fréquemment, les tribunaux, et on le voit même présentement avec la question de la pandémie, ont à évaluer est-ce que ce sera les droits, disons, collectifs, les intérêts de la collectivité, les intérêts de la société québécoise qui devront avoir préséance, ou ce sera plutôt des droits ou des libertés très individuelles. Et il y a toujours une espèce de jeu de balancier. Parfois, à travers certaines périodes, on voit, par exemple, les tribunaux qui sont beaucoup plus défenseurs des libertés individuelles, qui veulent moins d'État, essentiellement. Et à d'autres reprises, dépendamment des cas plus généraux, vous avez une tendance qui dit non, ben, les intérêts de la société ici doivent primer. Par exemple, si vous regardez à peu près l'ensemble des recours qui ont été lancés en rapport à la pandémie, où on attaque, par exemple, les mesures sanitaires qui ont été adoptées par le gouvernement Legault ou par le gouvernement Trudeau, la plupart des tribunaux ont dit ben, on comprend, vous avez peut-être ce droit-là, le droit à la liberté, vous avez peut-être la liberté de religion ici, c'est vrai, mais reste que les intérêts de la collectivité doivent primer. Pourquoi? Parce qu'on est en pandémie et le gouvernement doit prendre des mesures qui sont difficiles, qui sont coercitives, qui violent des droits individuels, c'est vrai, mais pour l'intérêt de la société, nous, tribunal, on considère que c'est la chose à faire. Justement, quand on parle de la pandémie un peu plus, est-ce que, puis on a vu quand même plus récemment, des groupes de plus en plus vocaux sur le fait qu'on trouve que cette loi-là, ou en fait les lois applicables, sont trop pas pressantes et justement veulent un peu se rebeller à cet encontre-là, trouver des moyens. On voit qu'effectivement, ils n'ont pas eu toujours gain de cause. Mais est-ce que c'est un phénomène qui est, somme toute, récent ou somme toute courant de justement s'opposer au fait que, à l'ordre établi, à cet état de droit-là? Bien, ce que je trouve dommage dans ce qui se passe depuis un an avec la pandémie, c'est que là, il y a plusieurs citoyens qui se sont réveillés sur ah, je vis dans un état de droit, oups, il y a des chartes qui s'appliquent à moi. Je veux dire, ça c'est le volet que je trouve sympathique de la chose, là. Mais disons qu'il y a des efforts, il y a des énergies qui auraient pu être mis à d'autres endroits. Il y a tellement de régimes, il y a tellement de situations, d'enjeux qui nécessiteraient des actions, à mon avis, devant les tribunaux pour faire valoir des droits et libertés autres que le prétendu droit de ne pas mettre un masque, ce qui n'existe pas là, comme droit, là, pour ceux qui ne savent pas. Autre que, ben moi, je trouve que le couvre-feu à 20 heures, c'est trop tôt, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, je pense que ça a dénoté, puis je ne veux pas trop généraliser non plus, mais ça a dénoté une certaine forme de nombrilisme, disons-le poliment, une conception des droits individuels qui revient un petit peu à ta question initiale, c'est-à-dire le moi, alors qu'on oublie l'aspect global. Or, si on réfléchit à l'extérieur du cadre de la pandémie, parce qu'on va bien y arriver à un moment donné, il y a des enjeux qui sont absolument phénoménaux, à mon avis, qui mériteraient peut-être d'être devant les tribunaux, qui ne le sont pas. Très rapidement, la question des CHSLD. Actuellement, je ne vais pas m'épancher là-dessus, est-ce qu'on peut penser que les personnes qui sont bénéficiaires dans ces mêmes CHSLD-là, est-ce qu'on peut penser que leur droit à la sécurité physique et psychologique est protégé du fait
de la situation actuelle dans les CHSLD. Selon le rapport qui vient d'être émis il y a une dizaine de jours, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que le système n'est pas fait pour protéger le droit de ces gens-là. Ce ne sont pas des milieux de santé, c'est considéré comme étant des soins de vie. Les médecins passent souvent aux 3, 4, 5 jours. Il y a des gens qui en meurent, en fait, parce qu'ils refusent de manger, par exemple, ou de s'hydrater, peu importe. Donc, tout ça pour dire qu'il me semble que ces sujets-là mériteraient l'attention des tribunaux, beaucoup plus qu'un couvre-feu, beaucoup plus qu'une quarantaine obligatoire, beaucoup plus que le port d'un masque, qui, cela dit, tout le monde a le droit de plaider, en quelque sorte, ce qu'il considère être juste. Là, je donne mon opinion ici, je fais un jugement de valeur. Moi, j'aimerais mieux qu'on mette nos énergies à ces endroits-là. On pourrait aussi mettre des énergies sur la question du racisme systémique, le principe de Joyce, par exemple, qui a été soulevé à l'Assemblée nationale, qui a été refusé et qui est maintenant devant l'ONU, qui est en train d'évaluer si oui ou non il y a du racisme systémique au Québec. Je pense qu'il y aurait des mesures peut-être qui pourraient être discutées devant les tribunaux québécois avec à mon avis, plus d'intérêt, gang ou père, que des trucs plus, disons, plus nombrilistes, là, sans vouloir manquer de respect à personne. Mais justement, on parlait des différents recours qui ont été effectués, puis oui, on a eu une grande majorité où ça a été refusé, mais dans certains cas, ça a effectivement, en fait, il y a des recours où on a vu, où les tribunaux ont fait même, je dirais, gorge chaude, de certaines victoires, et ça tombe toujours dans la talle du religieux, ou du droit, qui semble tomber dans la talle d'un droit fondamental, justement, de la liberté de religion. Puis, évidemment, à chaque fois qu'on a une décision comme ça, on a beaucoup de commentateurs qui viennent dire, y a-t-il une hiérarchie des droits? Est-ce qu'on est mené plutôt par les religions que par nos gouvernements, etc. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que ça reste qu'on a eu certaines victoires du côté de la communauté religieuse devant les tribunaux. C'est très délicat cet enjeu-là. Je suis content quand même que tu l'emmènes parce que tu le mettes sur la table parce que je pars de la prémisse que nous sommes tous des juristes, apprentis juristes ou des citoyens intéressés par les questions de libertés individuelles et j'ai confiance ici à l'intelligence des gens dans l'optique où c'est très facile lorsqu'il est question du religieux de tomber dans une certaine forme de démagogie, de tourner les coins ronds pour rendre une réalité légèrement difforme et sans vouloir moi-même tomber dans le pattern, disons que plusieurs personnes dans le milieu médiatique québécois depuis plusieurs années maintenant, et ce n'est pas le cas spécifiquement au Québec, c'est partout ailleurs en Occident, où on s'amuse beaucoup avec la question de la liberté de religion. Or, quand vous regardez, justement, quand je parlais tout à l'heure d'une espèce de retour du balancier, dans les années 80, la Charte canadienne a été adoptée très précisément en 82. Ce n'est pas les tribunaux qui ont demandé à ce que la Charte soit adoptée. Hein. Évidemment, c'est le constituant, c'est-à-dire le fédéral et les provinces qui ont, sous réserve du Québec dans ce cas-ci, et ils ont adopté cette charte-là. Évidemment, les tribunaux ont eu à interpréter la valeur, la portée de cette charte. Dans le cas du Québec, la Charte québécoise avait été adoptée quelques années auparavant. L'exercice avait déjà commencé, mais disons que c'est évidemment amplifié depuis la Charte canadienne. Or, quand on regarde la jurisprudence des années 80, disons que c'est une jurisprudence qui était plutôt favorable à la liberté de religion, même dans les années 90, début 2000. Pourquoi? Parce que c'est la job des tribunaux d'interpréter, et puis évidemment, les juges ont des billets, ont des expériences personnelles, et ainsi de suite. Ce qu'on peut remarquer depuis 5-10 ans, et ça c'est intéressant, surtout depuis 5 ans, je dirais, c'est qu'il y a justement un retour du balancier. C'est de plus en plus difficile d'avoir gain de cause lorsqu'on plaide notre liberté de religion. Je vous donne des exemples très, très rapides et très récents d'ailleurs. Regardez juste dans le port de Montréal, pardon, ça fait à peu près 1 an de ça, il y a une décision de la Cour d'appel, l'arrêt signe SINGH. Les signes sont des Sikhs qui portent le turban. L'employeur les obligeait à porter un casque de sécurité. C'était des transporteurs là, qui se promenaient avec les petites machines, là, si j'ai bien compris, des camionneurs aussi. Et il disait, non, ça brime ma liberté de religion, moi, parce que si je dois mettre un casque, je ne peux pas mettre mon turban. Le turban fait partie intrinsèque de qui je suis, de mon existence, et ainsi de suite. Et la Cour, et vous voyez, à chaque fois, c'est délicat, ces affaires-là. La Cour a reconnu que oui, c'est vrai, ça brime votre liberté de religion parce qu'on vous oblige à retirer votre turban, mais on considère que les intérêts de la collectivité, pour des impératifs de sécurité, sont ici nécessaires. On considère que malheureusement, la liberté individuelle doit se tasser, passez-moi l'expression, pour faire place à un intérêt plus collectif. Ça, c'est le job des tribunaux, ce qu'on disait tout à l'heure, ta question initiale, de jouer avec cette espèce de considération-là, la pondération comme telle. Et contrairement à ce que plusieurs avancent, la liberté de religion
un, n'est pas supérieur aux autres droits et libertés. Ça, c'est tout à fait faux. Ils sont tous égaux, de façon générale, de manière totale, d'un point de vue hiérarchique. Mais en plus de ça, les tribunaux sont de plus en plus frileux. Regardez, par exemple, une décision toute récente, les Juifs hassidiques à Outremont, qui est une petite communauté, qui est importante à Outremont, mais ça reste une petite communauté au Québec, qui a fait valoir que le couvre-feu brimait sa liberté de religion et demandait à ce que celui-ci soit repoussé pour permettre que la prière puisse être effectuée, et ainsi de suite. Là, la Cour supérieure a répondu « Je comprends bien. Je comprends que ça peut brimer votre liberté de religion, mais encore ici, on est en pandémie. Les intérêts de la collectivité, de santé publique, font en sorte que je dois choisir les intérêts de la collectivité versus votre liberté, au détriment, en fait, de votre liberté de religion. » Et ça, je te donne 2 exemples comme ça, mais on pourrait parler de ce qui s'est passé en Alberta, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Il y a plusieurs exemples très, très forts de la Cour suprême qui reviennent essentiellement toujours à la même chose. Par exemple, un permis de conduire. Je n'ai pas le droit de me faire photographier selon ma religion. La Cour suprême dit « Je comprends, c'est dommage, mais entre les deux, malheureusement, je vais choisir les intérêts de la collectivité ici encore. » Je me permets, on a une question en fait de Pascal Proulx et j'imagine un juriste parce que c'est une question avec un clin d'œil qui disait qu'en est-il du préambule justement de cette fameuse charte qui parle de primauté du droit et de suprématie de Dieu? Bien, ça, c'est clairement un juriste ou quelqu'un qui a pris la peine de lire la charte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Évidemment, je vais vous donner un petit peu l'historique de ce préambule-là. Vous savez un peu comment ça s'est passé, le rapatriement. Là, évidemment, ça a été une histoire assez comment je dirais, très, très polémique. Mais reste qu'au final, quand tout le monde avait un peu donné son appui, là, restait à rédiger le texte en question. Et évidemment, comme on dit, le diable est dans les détails, particulièrement lorsqu'on parle de charte. Et donc, ils avaient rédigé une première mouture du préambule, ce qui est fascinant parce qu'on dit que pour la première fois, le Canada est assujetti à la primauté du droit. C'est quand même assez sympathique vu que le Canada existe depuis 1867. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il est comme ça tout à coup devenu assujetti à la primauté du droit? Puis ce n'était pas le cas dans les 125 premières années. Mais en plus, et là la petite histoire, les conservateurs de l'époque, avec Robert Attfield, non, ça c'était Joe Clark qui était là, ont insisté pour que la mention suprématie de Dieu soit incluse dans le préambule. Et là, Pierre Trudeau, qui était premier ministre à l'époque, disait, ben non, de quoi vous parlez là? On ne va pas mettre la suprématie de Dieu. On ne peut pas mettre la suprématie de Dieu, on met la protection de la liberté de religion et de conscience. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, parce que vous savez que la liberté de religion, donc prévue à l'article 2, protège à la fois le droit de croire, mais aussi le droit de ne pas croire. Donc, l'interrogation, c'est que si on parle de la suprématie de Dieu, est-ce à dire que les croyants auraient davantage, disons, de droits ou de libertés protégées que les athées, par exemple, les agnostiques? Or, ça a été, ils ont joué au ping-pong pendant un bout de temps avec ça. À un moment donné, Trudeau a dit, vous savez quoi? On va vous la mettre, la suprématie de Dieu, là, pour que vous nous foutiez la paix et qu'on finisse par avoir cette charte qu'on n'en parle plus. Mais juste pour vous dire, je vous garantis la chose suivante, Dieu, là, il s'en fout éperdument d'être dans notre charte ou non. Et ça s'est conclu comme ça. Ils ont mis la suprématie de Dieu et la beauté de l'affaire, c'est que pendant longtemps, les tribunaux n'ont pas voulu toucher à ça parce qu'ils ne sont pas fous, là, ils comprenaient bien là, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, OK, liberté de religion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est-à-dire donc la liberté de religion est supérieure aux autres droits? Et ça a pris un juge de la Cour supérieure ici au Québec dans l'affaire Loyola, le collège Loyola, à savoir l'enseignement religieux. Et le pauvre juge de la Cour supérieure, de bonne foi, dit, je remarque par ailleurs, et c'était pratiquement en obitaire cette affaire-là, là, je remarque par ailleurs là, qu'il y a suprématie de Dieu dans le préambule, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Et il en ça un peu candidement. Sa décision ne portait pas précisément là-dessus. Et là, évidemment, le feu a pris dans la grange, comme on peut s'imaginer. Et par la suite, les tribunaux supérieurs disent non, oubliez ça, il n'y a rien dit, c'est pas grave, là, on retourne à zéro. Et la Cour suprême, d'ailleurs, n'a jamais rendu de décision conformément à ce volet-là du préambule. Donc, prenez pour acquis que c'est de la cosmétique pour faire plaisir à des gens qui avaient, disons, certaines croyances de manière un petit peu plus féroce que d'autres en 82. Et voilà, c'est bon d'avoir un docteur en droit pour les petites histoires comme ça. Mais pour en revenir justement pour le côté du Québec, on parlait des recours, effectivement, qu'on avait une majorité de recours, et évidemment, on est au stade toujours intérimaire, donc des décisions qui sont rendues très rapidement.
Toutefois, on a quand même deux décisions où effectivement, on a eu une contestation qui ont été en fait une couronnée de succès, où le juge a donné raison dès le départ, y compris au fond, c'est-à-dire l'aspect de l'itinérance et l'aspect du couvre-feu par rapport aux Oui. itinérants, ainsi qu'un autre, cette fois-ci, où on concernait, c'est-à-dire le terme lieu de culte. Qu'est-ce qu'un lieu de culte? Combien de gens peuvent être? Pourrais-tu peut-être nous en parler? Parce qu'on voit que ça peut être couronné de succès, là, ces recours-là. Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a une distinction majeure entre les deux. Sur la question de l'itinérance, c'était vraiment la chose à faire. Et ça apporte un bémol important, hein, ce que je disais d'entrée de jeu, disant qu'il y a eu plusieurs recours, disons, plus banals en quelque sorte. Celui-là était absolument fondamental, à mon avis, parce que dans le décret qui imposait les mesures sanitaires, qui parlait du couvre-feu très directement, on avait décidé de faire en sorte que, et ça c'est une décision politique, là, de faire en sorte que les sans-abri, que les itinérants, les gens en situation d'itinérance, pardon, étaient donc également visés dans le décret. Mais par définition, si tu es en situation d'itinérance, c'est bien parce que tu n'as pas de domicile. La dernière fois que j'ai regardé, là, il me semble que ça va ensemble. Alors, comment tu peux pénaliser quelqu'un qui n'a pas de domicile en lui disant, ben, si tu n'es pas à ton domicile à 20 heures, on va te plaquer une amende de 1 600 $. Je vais laisser de côté tout l'aspect injustice, inique et pratiquement méchanceté. Là. Je veux dire, une personne en situation d'itinérance n'a pas en temps normal 1 600 $ pour une amende. On ne fait que congestionner davantage le système de justice. Il y a plusieurs études qui démontrent que tout ceci est absolument contre-productif parce que plusieurs de ces gens-là qui finissent par se ramasser avec peut-être au courant des factures, là, si je peux dire, là, assez salées j'ai vu des trucs, je ne sais pas à quel point c'est vrai, là, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. Quand on parle effectivement de surjudiciarisation des itinérants, ça c'est un problème. Puis on a eu même au courant du salon, d'ailleurs, la Ville de Montréal, qui est un nouveau partenaire, qui est venu parler justement des programmes qui sont faits justement parce que les amendes ne sont pas les bonnes solutions pour les itinérants. Ce n'est pas adapté du tout par rapport à la réalité des itinérants. Puis l'autre affaire, c'est que si tu es en situation d'itinérance et que tu as une facture de, je ne sais pas, 10 000 $ pendante, est-ce que ça t'incite à retourner dans le système, à trouver un job, sachant que tu t'es déjà endetté jusqu'aux oreilles en commençant? Ben non, ça a l'effet contraire, c'est-à-dire ça crée encore davantage d'exclusion. Donc, c'est tout à fait contre-productif. Et pour revenir juste sur la question du droit pur, il y a une question de peine cruelle et inusitée, en quelque sorte, là, qui est considérée ici en disant, est-ce qu'il n'y a pas de l'acharnement, est-ce qu'il n'y a pas une surréaction? Plus le fait, en termes d'interprétation du droit, comment fais-tu pour condamner quelqu'un de ne pas être à son domicile alors qu'il n'a pas de domicile? Et là, la réaction du gouvernement Legault, c'était de nous dire, et ça, c'était pas la meilleure, de dire, ah oui, mais là, c'est parce qu'on veut que les policiers, on veut éviter que les gens essayent de tricher en disant qu'ils n'ont pas de domicile et tout. Mais je veux dire, c'est franchement, là, quand le policier t'interpelle au volant de ta BMW, ça serait assez surprenant que tu aies un char et que tu n'aies pas de maison, là, dans la plupart des cas d'ailleurs. Mais c'est parce que tu as un permis de conduire. Sur ton permis de conduire, ben, tu as une adresse. Tu n'as pas de permis de conduire si tu n'as pas d'adresse. Je veux dire, c'était une manière de contourner l'affaire, je dirais de manière relativement malicieuse. Moi, ça m'a fortement déplu. Surtout que le gouvernement Legault nous dit souvent « Faites confiance aux policiers, faites confiance au jugement des policiers ». Moi, je veux bien, mais je pense qu'un policier est assez intelligent pour être capable de distinguer quelqu'un en situation d'itinérance qui se cache dans une toilette chimique et qui en est mort. Et c'est arrivé d'ailleurs, et c'est là que ça a commencé à secouer je dirais, la réaction populaire versus quelqu'un qui n'est pas en situation d'itinérance. C'est quand même pas du génie nucléaire. Puis pour revenir à l'autre volet que tu soulevais sur la question de la liberté de religion de la communauté hassidique d'Outremont, encore là, tu vois, il y en a plusieurs qui ont fait les gorges chaudes en disant « Ah, c'est ça, hein, la religion, c'est pas pareil, si. » Et tu es bien au fait de cette décision-là, probablement plus que moi. Mais tout ce que la Cour a eu à faire dans ce cas-ci, c'était d'évaluer si l'immeuble en question dont il était discuté, comment on pouvait rentrer dans l'immeuble en question. Est-ce qu'une porte arrière est considérée comme étant, disons qu'il y a 2 portes, est-ce que c'est considéré comme 2 immeubles distincts et ainsi de suite? Donc, c'était vraiment une question, je dirais, immobilière, moi, qui me dépasse. Je ne comprends rien dans ces affaires-là. Mais ce que je sais, c'est que la Cour n'a même pas reposé sa décision sur la liberté de religion. Je veux dire, elle aurait pu rendre une décision semblable à quelqu'un qui a une cabane à chiens aussi. Là, ça n'a rien à voir.
mais ce qui n'a pas empêché, évidemment, malheureusement, les mêmes personnes de casser du sucre en disant, bon, c'est bien, hein, la liberté de religion, c'est supérieur à, évidemment, qui n'était pas pour faire l'effort de lire la décision en question, parce qu'ici, la liberté de religion n'avait absolument rien à voir. Justement, on parle je vais faire, ça donne un bon lien avec une question qu'on vient tout juste d'avoir de la part de Laurent Morissette. Justement, parlant de ces commentateurs-là, parlant en général, en fait, de la liberté d'expression. Justement, à quel niveau protège-t-on la liberté de dire des faussetés ou de médire ou de venir, en fait... Et là, je suis sur un terrain où la ligne bouge presque à tous les jours, ou je dirais presque à chaque jugement, là, qu'on parle de blagues de bon ou mauvais goût ou qu'on parle de beaucoup de choses. Et quand même, la liberté d'expression, ça reste quand même, c'est ça, a-t-on un droit fondamental de dire des faussetés? Je te dirais que comme constitutionnaliste, puis je le dis souvent à mes étudiants, mes étudiantes, pour moi, et je ne peux pas être plus honnête que ça, l'enjeu de la liberté d'expression, à mon sens, me semble être le plus complexe. Je change, tu as dit, la ligne bouge constamment, le moving target là, en anglais. Moi, la ligne bouge dans ma tête 3 fois par jour, probablement. Je peux changer d'idée à tout bout de champ. Dans l'affaire de Mike Ward puis Jérémy Gabriel, bon, je m'en suis tenu à une ligne là, parce qu'au fil des entrevues, histoire de ne pas me contredire et d'avoir l'air d'un imbécile, mais j'ai peut-être eu quand même l'air d'un imbécile, mais je ne pense pas m'être contredit. Mais j'aurais eu tendance à me contredire moi-même à peu près à chaque entrevue parce qu'à chaque fois, je me dis ouais, mais tu sais, il y a quand même là. Est-ce qu'on a le droit de dire des faussetés? Encore, c'est la Cour d'appel de l'Ontario, en tout cas, ou la Cour supérieure de l'Ontario, je pense que c'est la Cour d'appel de l'Ontario, qui viennent dire oui, tu as le droit sur les médias sociaux de dire que Justin Trudeau n'est pas premier ministre ou bon, des trucs du genre. Et tout ça, c'est basé, et c'est intéressant de le savoir, sur un arrêt qui a été rendu au début des années 90, qui est l'arrêt Zundel, Z-U-N-D-E-L. Et l'arrêt Zundel, c'est quand même assez comique parce que dans le code criminel, il y avait une disposition qui disait tu n'as pas le droit de répandre des nouvelles que tu sais fausses. Et Zundel était un antisémite notoire, vraiment quelqu'un d'absolument dégoûtant de tout point de vue, qui déposait des brochures là, dans les pare-brises de voitures en disant que l'Holocauste n'avait jamais existé, bon, puis des conneries du genre. Et donc, on l'accuse conformément à l'article du Code criminel dont je te parle, c'est-à-dire d'avoir publié une nouvelle que tu sais fausse. Et là, la Cour suprême dit, bien, effectivement, ça brime la liberté d'expression. Ça, pour ceux qui sont plus ou moins au courant, c'est facile de considérer que la liberté d'expression est violée, que la liberté de religion est violée, que le droit à l'égalité est violé. La première étape est toujours simple, en théorie, à être franchie. À franchir. C'est plutôt la deuxième étape qui est un petit peu plus complexe. Puis sans rentrer dans les technicalités, c'est ce qu'on appelle le test de Oakes, O-A-K-E-S. Le test d'Oakes, tout simplement, ce que ça dit, c'est qu'une fois que tu pars de la prémisse que la liberté, par exemple, d'expression est violée, tu t'en vas par la suite à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est exactement ce qu'on disait d'entrée de jeu tout à l'heure, toi et moi. Le jeu de pondération. Les intérêts individuels, les intérêts de la collectivité. Il y a un test en 4 critères là, que je ne verrai pas, c'est trop technique pour aujourd'hui, puis ce n'est pas nécessaire. Mais essentiellement, c'est ça. Est-ce que je donne plus d'importance aux intérêts collectifs de la société ou aux droits ou libertés de monsieur ou madame X? Dans le cas de Zundel, donc, on part de la prémisse que la liberté d'expression est violée ici. Donc, on s'en va à la deuxième étape. Et là, les juges se grattent la tête un peu et demandent au procureur général du Canada, hein, qui est le défenseur, le gardien de la constitutionnalité du Code criminel, on lui demande à ce même procureur général, mais faites-nous la preuve, s'il vous plaît, que, et ça c'est le premier critère du test d'Oakes en question, faites-nous la preuve qu'il s'agit d'un objectif réel et urgent. Faites-nous la preuve que de vouloir empêcher quelqu'un de publiciter des nouvelles fausses constitue un objectif réel et urgent dans une société libre et démocratique comme le Canada. Or, tout ce que le PGC a trouvé à dire, c'est quand même fort. C'est qu'il a creusé, puis il a réalisé que l'origine de cette disposition-là, ça remonte jusqu'en Angleterre, essentiellement. Et l'objectif réel et urgent, était celui de préserver l'harmonie politique dans le royaume. Et là, la Cour a dit, répétez-moi ça.
Il dit, oui, oui, c'est parce que c'est important, là, on veut préserver l'harmonie dans le royaume. Hein, on ne veut pas que Joe Blow se mette à dire n'importe quoi, puis là, que la chicane pogne, comprenez bien. La Cour a dit là, vous n'avez pas compris c'est quoi une démocratie, là. C'est correct si la chicane pogne dans une démocratie. On veut que la chicane pogne. Puis votre harmonie, je ne sais pas trop où vous avez pigé ça, mais un premier ministre, il a le droit de dire, on a le droit de le critiquer. Puis je veux dire, il y a un danger à ça, l'harmonie dans le royaume, t'imagines-toi. Alors la Cour suprême a dit au PGC, cette valeur, oui, il y a une violation de la liberté d'expression, mais en plus de ça, tu n'as pas été capable de me convaincre, moi, Cour suprême, que je dois sauvegarder la violation en question. Donc, Cour suprême a invalidé la disposition en question, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une infraction de publiciser des nouvelles que l'on sait fausses. Bon, le danger de ça, si je sors du droit criminel, c'est parce que toujours... oui, il y a un jeu de balancier tout le temps, là. Et là, on l'a vu, hein, ce qui s'est passé notamment les années Trump aux États-Unis avec Twitter. Les études ont démontré que ce gars-là, je veux dire, c'est un menteur pathologique, là, puis je ne veux pas manquer de respect à ses fans, là, mais il est clair et net qu'il y avait quelques dizaines de mensonges publics par semaine. Ça, c'est l'antithèse de préserver l'harmonie dans le royaume. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de parfait. L'idéal serait d'avoir un juste milieu à quelque part, mais évidemment, bon, c'est difficile. Et comme tu l'expliquais, puis tu as raison, si on sort du cadre criminel, de ce que j'ai dit, il y a quand même les questions de diffamation. Donc, de dire que Justin Trudeau n'est pas premier ministre, je ne pense pas que ça y fasse beaucoup de peine. Mais de dire, par contre, comme ça, il y a un mouvement là-dessus, de dire que Justin Trudeau, c'est un Illuminati reptilien, pédophile qui mange des enfants, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Ça, on est rendu à un autre niveau. De dire que Lady Gaga mange des cadavres, ça aussi, je dirais que c'est une coche au-dessus. Et donc, est-ce que ces gens-là ont le temps de poursuivre X, Y, Z qui publient ce genre de conneries-là? Nécessairement pas. Mais quand c'est regroupé dans le cadre d'organisations comme QAnon, par exemple, qui, vous savez, hein, avait diffusé plusieurs fois, de maintes reprises, ça a été repris au Québec aussi, le truc de la pizzeria de Washington dans le sous-sol, les trucs de pédophilie, le deep state. Oui, voilà. Non, mais on est là, vraiment là dans... Tu sais, moi, je pense que pour avoir une démocratie, il faut qu'il y ait un minimum de rationnel. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on doit être d'accord sur quoi on ne peut pas être en accord. Il faut qu'il y ait quand même un minimum. Il faut qu'il y ait un terrain de sable qui soit conscrit, puis on dit, OK, ben, on va aller s'obstiner dans ce terrain de sable-là. Mais là, quand tu crées des univers parallèles comme ceux-là, là, ça devient drôlement difficile. La diffamation, ça en fait partie. Et pour ceux qui... On m'a déjà posé cette question-là. Est-ce que c'est de la diffamation si c'est vrai? La réponse, c'est que ça peut être la diffamation même si ce que vous avez dit est vrai. Là, c'est chiant un peu, là, mais c'est ça pareil. Si votre intention de nuire est démontrée. Bon, qu'est-ce que l'intention de nuire dans ce cas-ci? Il y a une question de degré, il y a une question d'acharnement. Mais clairement, même ce que vous dites est vrai, risque de faire en sorte que vous allez vous faire ramasser. Il y a un arrêt très classique des années 50, si je ne me trompe pas. Ici, c'est l'arrêt Snyder contre la Gazette de Montréal, où la Gazette s'amusait à dire que X était un mafieux, c'est un mafieux, c'est un mafieux, c'est un mafieux. Ben, X a fini par poursuivre. Et la Cour a dit, ouais, c'est un mafieux, c'est vrai, mais on peut dire que la Gazette, c'est quand même, s'est acharnée pas mal sur son cas. Et de mémoire, quand est venu le temps des dommages, la Cour a attribué le montant de 1 $ à M. X en question. Tu t'en rappelles peut-être. Puis il a dit, ben là, une pièce, je fasse avec une pièce. Non, non, ben c'est parce que vous avez poursuivi pour atteinte à la réputation. Oui. Ben, c'est parce que vous n'en avez plus vraiment de réputation de toute façon. Fait qu'on va vous donner une pièce, là, puis merci, bonsoir. Donc, ça pour dire que même en matière de diffamation, les plafonds, et là c'est un cas un peu caricatural que je vous raconte là, mais les plafonds sont tellement bas ici au Québec, ici au Canada, contrairement, par exemple, aux États-Unis, où là, on est peut-être dans le délire. Est-ce que ça vaut encore la peine de poursuivre en diffamation si on a à payer son propre avocat? C'est pas si clair que ça. Justement, quand on parle un peu de cet aspect-là, l'opposition de droit individuel versus État de droit, comment est-ce qu'on peut réussir à traiter de la question un peu des gens comme les free men on the land, ou les gens qui, eux, se disent hors de cet État de droit-là et se choisissent ou
je dirais, un argumentaire souvent très, très complexe pour se dire hors de l'état de droit. Euh, Comment est-ce qu'on peut réagir, on doit réagir en tant que société, en tant qu'État de droit face à des individus comme ça, qui des fois causent pas de trouble, des fois causent du trouble, mais des fois causent pas de trouble, non? Ta question est vraiment. Et, et- je donnais une conférence ce vendredi, donc il y a quelques jours à peine, au procureur de la Couronne fédéraux, euh, qui, lors de la période des questions, il y en a qui disent ben, regarde, c'est bien beau, là, mais moi, là, j'ai été pogné récemment avec un cas de Freeman on the Land. Puis il dit je sais que plusieurs de mes collègues ici aussi. Puis là, ce que je vous dis là, c'est pas. C'est une conférence publique. Il n'y a pas vraiment il y a pas du tout de secret professionnel là-dedans. C'est des dossiers publics de toute façon qui se sont ramassés dans les tribunaux, devant les tribunaux. Mes collègues ont eu des cas beaucoup plus difficiles que moi. Mais comment on les gère, ces gens-là? Comment exactement ta question? Parce que Et ça là, je prend t'avoue, souvent, c'est ça, j'allais dire, ça prend souvent, l'argumentaire est complexe, mais la réponse peut être tout aussi complexe à donner pour une cour là, qui doit dire, OK, vous n'avez pas raison, mais voici, je dois rendre un jugement très long. n'oublie pas que ces gens-là, sauf très rare exception, se défendent seuls. Et là, il y a toute la question aussi des théories du complot. Hein. On a vu, il y en a présentement qui sont devant les tribunaux. Ce n'est pas vraiment des Freemen on the Land, là, les Mario Roy et compagnie. Pour eux, la Constitution du Canada est inconstitutionnelle. Bon, toutes sortes de théories difficiles à suivre. Euh, Moi, je te dirais que c'est facile de. On peut se désoler de ça. Là. Je pense que c'est un échec sociétal clair et net. Ça, je pense qu'on n'en sort pas. C'est facile de rire de ça aussi en disant non, mais ils sont tellement clowns. Mais je pense que c'est un piège parce que si on tombe dans cette rhétorique-là, dire bon, regarde-moi les imbéciles, le populisme est né de ça en bonne partie, hein, qu'il y a une partie de la population importante, de plus en plus importante d'ailleurs, malheureusement, qui se sent délaissée délaissée par des élites, là, peu importe comment on les qualifie, c'est toujours des frontières très floues, là, à mon avis, se sentent méprisés aussi. Et ils vont de leur propre réaction avec leurs propres moyens. Et ce que je remarque de plus en plus, avec une hausse du populisme, puis ça va ensemble, c'est une espèce de désengagement par rapport aux tribunaux. Désengagement par rapport au respect du pouvoir judiciaire, au respect du droit de manière générale. Et ce n'est pas une critique là, face à tel ou tel juge ou telle cour, c'est que les gens n'y croient plus. On pense qu'il y a une machination, on pense qu'il y a une injustice institutionnalisée. Et là, un juge a à prendre une décision sur Joe X, qui se dit Freeman on the Land, qui n'est pas représenté par avocat, qui plaide malheureusement, franchement, n'importe quoi. Il y a des manipulateurs là-dedans, là, on s'entend bien, mais je pense qu'il y en a qui ne sont pas, qui sont juste un peu secoués peut-être. Là, puis bon, bref. Mais comment tu gères ça? La réponse que j'ai donnée lors de cette conférence-là, ça ne vaut pas grand-chose, honnêtement, parce que j'y ai repensé ce week-end, ça m'a vraiment percuté. Puis là, justement, juste pour mal faire, tu arrives avec la deuxième claque. Mais la réponse très embryonnaire, c'est premièrement, il y a une question d'éducation là-dedans. Au Québec, ça aussi, c'est un échec social important. Puis je ne veux pas trop faire de relation cause à effet parfaite parce que ce n'est pas parfait, mais il y en a une. Tu as pratiquement 50% de la population québécoise qui est considérée comme analphabète fonctionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas lire, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas écrire, mais qu'ils sont incapables de comprendre un texte moyennement complexe de quelques centaines de mots. Il y a des contre-études qui disent non, c'est plus 25-30%, là, mais dans tous les cas, ça me semble beaucoup. Donc, clairement, il y a un problème avec l'éducation à la base, avec notre système d'éducation. Le problème avec cette solution-là, c'est que vous en avez pour au moins une génération comment je dirais, à faire opérer le balancier. Et l'autre solution que j'ai soulevée, celle-là, par exemple, devrait intéresser davantage les gens ici. Je pense que ça nous appartient à nous, les juristes ou les juristes en devenir, là, parce que j'ai compris qu'on est au niveau collégial en partie et sûrement plusieurs cégepiens qui nous écoutent en ce moment parce qu'ils veulent aller en droit. Auquel cas, je pense, et je le dis souvent à mes étudiants à l'université, nous avons comme juristes ou comme apprentis juristes le devoir moral de participer à cet effort d'éducation-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout de suite dit oui à la gentille invitation du Salon Visée Droit parce que ce que vous faites, à mon sens, c'est ce qui doit être fait. Et des initiatives comme la vôtre, il devrait en avoir
10, 100, 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que quand tu es un citoyen qui n'a pas eu le privilège d'étudier en droit, je n'ai pas parlé de chance, je parle de privilège, je vais jusque-là, bien, le droit s'applique à toi, tu le subis d'une manière ou de l'autre. Or, si tu ne le comprends pas, tu n'es pas plus avancé. Il ne faut pas oublier que souvent, nous, les juristes, on va défendre le droit, mais on ne défend pas toujours la justice. En fait, on ne le fait jamais de Oh, là, tu mauvaise arrives avec foi. une ligne très mince. Tu arrives avec une ligne Mais très non, mais mince entre le attends, droit et la je vais justice. préciser ma pensée. On défend toujours le droit parce que c'est notre job, mais souvent, on oublie que le droit n'est peut-être pas toujours juste aux yeux du citoyen. Pour nous, ça nous semble une évidence parce qu'on a été élevé là-dedans, on a étudié là-dedans. Puis bon, ben oui, si la règle de droit nous dit ça, la justice nécessairement suit, c'est la conséquence directe. Mais pour certains, je te donne un exemple très clair, le classique cliché à l'os, l'affaire de Guy Turcotte, la première décision. Un verdict de non-responsabilité criminelle. Attends, là, il y a eu des manifs dans les rues contre cette décision-là qui, somme toute, dans les faits, je pense, de ce que j'ai compris, était une bonne décision initialement en droit. Et je pense que c'est une décision qui est juste aussi parce que tu ne veux pas condamner quelqu'un qui n'a pas eu l'intention parce qu'il est... Non, bref. Mais si tu ne prends pas la peine de l'expliquer à X, à Y, à Z, qui n'a pas été conditionné comme nous à avoir ces réflexes-là, et ne comprend pas ce que ça veut dire, la non-responsabilité criminelle, parce que lui, ce qu'il retient, c'est il est non coupable. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de journalistes qui couvrent les affaires juridiques et judiciaires qui, malheureusement, n'ont jamais étudié en droit et qui, quand tu lis leur résumé, ça tourne les coins ronds pas à peu près. Bien là, c'est parce que là, tu as l'effet boule de neige. X pense que le système défend des pourris, essentiellement. Je le dis très crûment, pardonnez-moi, mais c'est quand même ça. Et là, on est rendu qu'il n'y a pas un X, il n'y a pas un Y qui pense ça, auquel cas ce ne serait pas la fin du monde. On est rendu avec une proportion de gens qui ont été, que cette proportion-là a été galvanisée davantage par les populistes comme les Trump et compagnie. Quand Trump est arrivé avec son Muslim ban, le Muslim ban, il voulait bannir les musulmans du territoire américain en provenance d'une couple de pays. Il a réussi à le faire passer. Heureusement, il y a un volet qu'il n'a pas réussi à faire passer, mais qu'il voulait faire passer en campagne électorale, c'était de ficher les musulmans avec des signes distinctifs, comme dans les années 30. Imagine, c'est quand même ahurissant. Il a quand même réussi à faire passer une partie de son Muslim ban. La Cour de première instance a dit non, ce Muslim ban-là est inconstitutionnel pour des raisons qu'on considère évidentes. Charge à fond de train de Trump sur le juge. A so-called judge decided that blablabla, blablabla. Et là, ces gens-là, inquiétez-vous pas, on les connaît, les Trumpistes, de manière générale, généralise encore, mais je pense qu'on a quand même un aperçu, là, sont d'avis que les tribunaux sont contre Trump. Donc, s'ils sont contre Trump, ils sont contre eux. C'est ça le populisme. Tu te poses en défenseur des intérêts de la collectivité. Bon, bref. Et puis, au Canada, on ne peut pas dire qu'on a été exempt de ça non plus. Un gars comme Stephen Harper, dans l'affaire d'Omar Khadr, qui est très controversée, ou dans l'affaire du juge Nadon, quand il est allé lancer des roches à Beverly McLaughlin au point où c'est Brian Mulroney qui a dû sortir publiquement pour ramener Harper à l'ordre en disant « On ne fait pas ça quand on est premier ministre, s'attaquer à la Cour suprême. » C'est un mouvement. Puis si vous regardez un peu partout en Occident, en Turquie et ainsi de suite, au Brésil, vous avez cette tendance de fond-là qui existe. Et avec les médias sociaux, encore là, je vais tomber dans le cliché, mais les gens, du fait des chambres d'écho, avec les algorithmes de Facebook, Twitter et compagnie, tu reçois des informations que tu veux bien recevoir au final. Donc, tu es convaincu que les tribunaux travaillent pour l'élite, contre le peuple. Et puis là, ça fait boule de neige. Et puis, je ne pense pas que ça s'en va dans la bonne direction. Donc, comment on fait pour casser ça? Je n'ai pas vraiment de solution autre que les trucs poches que je viens de te dire, mais d'organiser des trucs du genre puis essayer de faire en sorte de franchir cette frontière-là qui s'est construite malheureusement au fil des dernières années. Pour revenir un peu, justement, on parlait dans ce cadre-là, cet aspect-là, que la montée des populismes un peu partout, puis tu l'as fait mention, je sais d'ailleurs que tu as même aussi été en Amérique du Sud où tu as pu le voir, je dirais, en première ligne, les conséquences de ces aspects-là, puis d'une absence, au bout du compte, plus on attaque un État de droit, plus au bout du compte, c'est toute la population qu'on vient à attaquer. Mais est-ce que, pourquoi si récemment, pourquoi est-ce que justement, on a eu des gens dans des pays majeurs, tu parlais du Brésil, on a parlé des États-Unis, mais avec des gens qui, sur des plateformes d'opposition presque, je dirais, frontales à l'État de droit,
se sont fait élire, à quel moment est-ce qu'on a échappé la population en leur disant, ouais, le droit, vous devriez vous en méfier, ça ne vous aide pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on dirait qu'on passe de, sans dire que c'était parfait, mais on dit que les gens avec cet aspect que le droit est là pour moi, puis ça va me protéger, à je veux me sortir du droit, et je vais même élire des politiciens qui me disent que méfie-toi des juges et des avocats, ces gens-là, il ne faut pas les craindre, il ne faut pas les croire non plus. Écoute, c'est une énorme question, bien évidemment, mais est-ce qu'on a des pistes de qu'est-ce qui a causé ça? Évidemment, on a vu comment on fait pour casser le cercle, que tu viens de répondre, mais est-ce qu'on peut essayer d'en venir à la genèse un peu de ça, de ces politiciens-là qui viennent de se faire élire? Puis quand on parle, des fois, c'est encore plus grave, quand on parle des politiciens qui se font élire en disant je vais tuer des dealers de drogue, c'est quand même assez intense. Là. On sort d'une caricature, c'est au-delà de la caricature. Là. Pour ceux qui nous écoutent, Alexandre m'avait dit, tu vas voir, je vais te passer la POC sur la palette pour les questions. Je vous dirais qu'il fait tout sauf ça depuis le début. Là. Il essaie de me slapper le POC dans le front, tellement que ce sont des questions absolument intéressantes, mais tellement difficiles à répondre. Et je vais plaider pour la plus grande indulgence parce qu'il a résumé ce qui a à être résolu, puis je n'ai pas la prétention d'être capable de le faire. Je peux juste donner des pistes au meilleur de ma connaissance, puis pour ce que ça vaut, mais tu parlais d'Amérique du Sud, tu parlais de « on va tuer des dealers de drogue », tu parlais du fait que je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé notamment en Colombie, au Chili, puis au Brésil. Chili, ça a vraiment brassé fort, on a violé l'état de droit à fond la caisse avec les manifs. J'étais là, on s'est fait gazer, on s'est fait attaquer dans des parties du jour de l'an avec des enfants. Bon, bref, il y a eu un féminicide. Une trentaine de femmes, de leaders féministes chiliennes qui ont été violées, tuées, accrochées à des clôtures. On s'est sauvés à un moment donné. Ils ont mis le feu dans un cinéma avec des manifestants. Heureusement, j'y étais pas. Ils levaient les égouts dans les bouches d'égouts, là, les trucs en métal là, rouillés là, dans les rues pour s'assurer que quand les tanks partaient après nous, parce que oui, c'était des tanks, là, puis ceux qui en doutent, sur ma chaîne YouTube, là, je les ai, ces vidéos-là. Vous les voyez, les tanks nous sauter dessus. Jusqu'à temps que quelqu'un tombe dans le trou de la bouche d'égout puis s'électrocute parce qu'il y a des fils électriques là-dedans. En tout cas, bref, ça, je l'ai vu, là. Puis ça, c'est en décembre 2019. Le Chili, c'est un partenaire important d'un point de vue commercial avec le Canada. C'est un partenaire diplomatique. On n'entend jamais le Canada critiquer le Chili pour toutes sortes de raisons qui sont évidentes à comprendre. Le Brésil, j'ai visité ça. En tout cas, je vais essayer de faire ça court là, parce que je viens assez émotif quand je vis ça, quand je raconte ça, mais une favela, apparemment la plus dangereuse de Rio. Je suis rentré là vraiment par un hasard épouvantable. Un couple d'Hollandais qui ont lancé une fondation pour aider des ticus du Brésil en jouant au soccer et en apprenant l'anglais. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, les favelas sont considérés comme étant les gens qui habitent là, c'est même pas des sous-catégories de citoyens, ça serait Juste pas des citoyens, c'est pas des citoyens. Ça ne sont pas des citoyens. Tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de récolte des ordures. Et Bolsonaro, pour reprendre directement ce que tu disais, avait donné l'ordre. C'est un ordre, là. Les policiers ne vont pas dans les favelas parce que c'est trop dangereux, là. Okay? Moi, je suis rentré, je vous jure, là, par magie. Là. Et dès que je suis rentré, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée. J'ai eu un petit traumatisme en rapport à ça, je ne vous cacherai pas. Les policiers, ils ne vont pas, donc c'est l'armée ou des policiers spéciaux. Là, je ne me rappelle plus du terme en portugais, mais bref. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent là quelques fois par semaine et ils font feu sur les gens, tout simplement. Et que ce soit, tu as l'air de ce que tu auras l'air, on s'en fout, on tire sous décret présidentiel qui a fait adopter au Parlement du Brésil une immunité, pensez-y, là, une immunité pour tous les policiers ou soldats qui tuent dans le cadre de leur fonction. Donc, je te donne l'ordre d'aller tuer et par la suite, inquiète-toi pas, je te protège, I got your back. Or, si ça vous intéresse, la petite histoire, moi, quand je suis rentré là, je n'étais pas capable d'y aller avec un taxi. Les taxis ne veulent pas y entrer. Si les policiers ne veulent pas, évidemment, les taxis ne veulent pas. J'étais obligé de payer un chauffeur privé. Ça m'a coûté, je ne dis pas combien, mais ça n'avait juste aucun bon sens. Mais je voulais vraiment aller faire un reportage. Et juste avant de rentrer, le chauffeur me dit « On va monter les fenêtres parce que c'est trop dangereux. » Je dis « Pas de problème. » Et en montant les fenêtres,
on rentre, il y a quelqu'un qui vient nous chercher de la gang de la favela, là, comme tel, qui se met à engueuler mon chauffeur. Et je comprends qu'il l'engueule parce qu'on a monté les fenêtres. Je ne comprenais pas pour que je dise, ben là, décidez-vous, faut-il monter, faut pas y monter. Et Flavio, qui s'appelait, il dit, c'est parce que vous ne comprenez pas, là. Bolsonaro, qui est le président du Brésil, a donné l'ordre donc de faire feu sur tout ce qui bouge. Si vous avez vu rentrer avec la voiture, c'était une Acura, un genre de petit VUS, quelque chose comme ça. Donc, une auto de luxe, là, évidemment, là-bas. Il dit, si vous avez vu rentrer les fenêtres qui étaient un peu feutrées, en quelque sorte, c'est certain qu'ils tiraient à mitraillette. Ils tiraient dans le char. Parce que pour eux, vous étiez un de la gang, en quelque sorte. Et là, mon voyage, mon périple dans la favela a commencé comme ça. Et on se promenait et tu voyais des voitures incendiées à gauche, à droite. Il était 11h15 le matin, là. Et tu avais des poteaux de métal, pas de métal, en gros ciment, de métal en fait dans le ciment, qui étaient écrabouillés comme ça. Mais je dis, c'est quoi ça? Il dit ça, on met ça pour empêcher les chars d'assaut de passer. Mais évidemment, un char d'assaut, c'est un char d'assaut, fait que ça finit par briser même les plus féroces piliers en métal. Et je voyais des gens qui faisaient partie de la protection de la favela, des jeunes en partie, qui se promenaient, qui avaient des AK-47, des Kalachnikov, en dessous de petites cabanes en bois pour se protéger du soleil et qui filtrent. Et il y a des histoires qui démontrent, vous pouvez voir sur le web, il y a un couple de Suédois qui s'est perdu récemment. C'est rentré dans la favela de bonne foi, ils ne savaient pas où ils étaient. Bien, ils les ont sortis puis ils les ont fait flamber sur leur char. Il y a un journaliste comme moi, parce que je suis membre de la Fédération des journalistes, à ce titre-là que je suis rentré, qui avait promis de ne pas prendre de photos. C'était la condition. Il n'a pas pu s'empêcher. Il a pris une photo. Bien, ils l'ont sorti. Ils l'ont emmené sur le top de la colline dont je vous parle, où il y avait vraiment des Kalachnikovs et tout. Puis, bien, ils ont coupé les bras, ils ont coupé les mains, puis ils ont coupé les mains, ils ont coupé les pieds, puis ils l'ont fait flober, ils l'ont fait exploser sur son char. Puis, ils ont fait une vidéo pour envoyer ça à travers le monde. Et toute cette violence-là, je veux dire, ce n'est pas un exposé sur le Brésil aujourd'hui, mais toute cette violence-là, c'est fait dans le cadre de ce qu'on appelle un état de droit au Brésil. Parce que, exactement ce que tu disais, ce gars-là, Bolsonaro, a été élu. À quel point il a trafiqué le résultat, je ne sais pas, mais il n'y a pas de preuve à l'effet contraire. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut avoir quelqu'un comme nous, qui nous ressemble. Puis là, c'est assez niaisage. C'est même Bolsonaro qui a magouillé pour faire condamner l'ex-président Lula pour corruption. Et là, c'est grave, là, parce que là, il commence à avoir des allégations comme quoi que les juges qui ont condamné Lula étaient payés par le régime, en quelque sorte. Là, finalement, ils viennent de prononcer un arrêt des procédures contre lui. Il va se présenter contre Bolsonaro. Mais pour finir là-dessus, ce que je veux dire, c'est que vous vous appelez État de droit, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, puis ce n'est pas à vous de juger. Pour moi, le Brésil n'est pas un État de droit. Pour moi, le Chili n'est pas un État de droit. Le Canada, oui, c'en est un. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Évidemment. Les États-Unis, c'est un président là, qui est encore en fonction, qui lance une attaque contre le Capitole. Tu peux voir ça par l'entremise des médias sociaux où tu peux shooter le nombre de faussetés que tu veux à la seconde. C'est drôlement inquiétant. Moi, pour répondre à ta question un petit peu plus avec ce que je le répète, ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, le moment clé, ça a été l'attaque du 11 septembre. Parce que si tu évalues un peu le paradigme des libertés civiles, est arrivée la catastrophe, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, la communauté internationale s'est tapée dans le front et s'est dit, ouais, on a vraiment l'air d'une gang de oh là là. Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et par la suite, tous les pays occidentaux, puis plus d'autres hors l'Occident, ont adopté l'équivalent de charte protégeant justement. Bon, il y a une espèce de paradigme des droits et libertés qui s'est créé, qui a pris un essor dans les années 70, 80 au Canada, beaucoup, 90. Tu sais, moi, quand j'étudiais à la fac de droit, 96, 99, j'étais encore là, puis là, on parlait de légaliser le mariage entre conjoints de même sexe. On venait d'abolir pour la peine de mort par les tribunaux. L'avortement venait d'être légalisé 10 ans auparavant. Il y avait quand même un vent d'espoir qui était intéressant. Il y avait d'autres enjeux, mais là-dessus, ça ne faisait pas de doute. Une décision d'un tribunal, tu étais d'accord, pas d'accord, mais si tu n'étais pas d'accord, tu ne commençais pas à crier au meurtre en disant que c'est le gouvernement des juges, puis ainsi de suite. Or, est arrivé le 11 septembre, George Bush était là. Moi, je me suis intéressé beaucoup à l'affaire Kader. C'est un livre sur lequel je travaille depuis un bout de temps, puis heureusement, et idéalement, je vais être capable de le finir bientôt. Et tu vois que, moi, je pense que le paradigme, c'est cassé là. Quand tu as eu
un secrétaire d'État à la justice qui s'appelait Gonzalez, qui était sous-secrétaire d'État à l'époque, a développé ce qu'on appelle des mémos de la torture par rapport à Guantanamo. Il a dit, vous savez quoi? C'est correct, vous pouvez torturer en droit international, il n'y a pas de problème. Regardez, je l'ai écrit dans mon mémo. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, là, c'est faire exploser des organes qui vont tuer le détenu. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de trouble, ce n'est pas de la torture. Et à Guantanamo, ben là, c'est pas des farces, c'est pas anecdotique ce que je vous raconte là. Tu as le mémo qui vient du ministère de la Justice américain, là. C'est pas des niaiseries, là. Et bon, ben OK, ben on torture, let's go. Puis là, je vous épargne ce qui s'est fait, évidemment, ailleurs dans le monde à la même époque. Et tout ça a été, et c'est là la différence, parce qu'on s'entend que les Américains, malheureusement, je ne veux pas trop généraliser, mais n'ont pas toujours été des enfants de cœur dans le temps de Kissinger et compagnie non plus. Mais là, la grosse différence, c'est qu'il y a une partie appréciable de la population américaine qui disait « Tant mieux, that's the way to go ». Pourquoi? Ben, ils nous ont fait sauter le World Trade Center, alors on se venge. Mais on se venge sur qui? On ne sait pas trop. Et l'État de droit a pris le bord et en droit international et en droit américain. Et ça a pris plusieurs années où Obama a essayé de ramener ça, mais même lui a été obligé d'abandonner son projet, d'abandonner Guantanamo, si tu te souviens. Il avait promis la fermeture, puis il est obligé de reculer. Donc ça s'est ancré dans les esprits. Et quand ça s'ancre dans les esprits américains, ça s'ancre dans les esprits canadiens aussi. C'est Stephen Harper, puis je finis là-dessus, qui disait « Non, il n'y en aura pas de procès, Omar Khadr. Il n'y a pas besoin de procès, c'est un terroriste. Oh, » mais qui décide s'il est terroriste? Toi? Moi, je veux que ce soit un juge qui me le dise. Non, non, je vous le dis, c'est un terroriste. Et pensez-y, Omar Khadr, qui était là depuis l'âge de 15 ans, n'a jamais eu de procès. Pourquoi? Il n'a pas besoin de procès. On sait que c'est un terroriste. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Je vais vous le dire. C'est parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ah bien, vu qu'il n'y a pas de preuves, on va le tenir à Guantanamo, on va continuer à le torturer conformément à des mémos. Puis à un moment donné, il va finir par faire quoi? Par dire, gars, je plaide coupable, puis je veux sacrer mon camp d'ici. Puis là, quand il a plaidé coupable, hein, on vous l'avait dit que c'est un terroriste. Mais ça, c'est au Canada, sous nos yeux, dans les dernières années. Là, je veux dire, je ne parle pas de l'époque de Mathusalem. Là. Je veux dire, tout ça vient de se passer, puis c'est même pas encore fini. Donc, moi, avant de lancer des roches à tout le monde, le Chili, Brésil, Américain, qui en méritent par ailleurs, j'essaie de regarder dans ma cour. Puis franchement, je ne peux pas dire que c'est si cute que ça tout le temps, sachant que Harper n'a pas fait ça par inadvertance. C'est peut-être faire du wedge politique, de dire votez pour moi parce que moi, j'ai la ligne dure contre les terroristes. Et j'ai parlé à l'avocat de Khadr, qui est un de ses avocats qui est donné SND à quelques reprises, qui m'a dit qu'il était intervenu auprès d'Hillary Clinton pour faire libérer, pour faire rapatrier, en fait, Khadr. Et Mme Clinton lui a dit, Monsieur Yanné, moi, je suis d'accord avec vous, mais si votre premier ministre ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas vous l'envoyer en parachute, là. Quelque chose quand même. Donc, tout ça, c'est dans notre face. Tout ça, c'est ça. Voilà. Excusez, je me suis craqué. Quand je parle de Khadr, je me pompe. C'est tout le temps comme ça. Voici ça. Moi, je considère que c'est une belle passe à la palette. C'est exactement ça que je voulais qu'elle mette. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Honnêtement, c'est exactement ce que je m'attendais à rien de moins de toi, mais un petit peu, justement, parce qu'on est vers la fin un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe? On dirait que la sécurité, on dirait qu'on obtient les meilleures choses que les pires choses également. Cette espèce de ligne-là, on pense juste, pour revenir un peu, on commençait au début en parlant de la COVID. Au bout du compte, toutes ces mesures-là où on entend, le but, c'est techniquement de protéger. Puis c'est effectivement de venir dire on va protéger notre population, on va avoir des règles, on le fait avec notre état de droit. Mais en même temps, tout ce que tu as parlé également comme abus, vraiment, c'est également fait sous le principe de c'est pour votre sécurité à vous, population en général, que je fais ces gestes-là. C'est quand même paradoxal de voir que du même principe, on part du meilleur comme du pire. C'est sûr. Là, tu as absolument raison. Et c'est un peu ça le populisme. C'est pas un peu ça, c'est en plein ça. Tu sais, l'exemple de Harper et Khadr que je vois. On n'a pas besoin, non, on ne va pas le ratrier. On n'a pas besoin de procès. Je vous le dis que c'est un terroriste, donc il est dangereux. Oui, mais moi, je veux avoir, on parlait d'État de droit tout à l'heure, le pouvoir judiciaire qui joue le rôle de chien de garde face au gouvernement, face au législatif. Mais c'est exactement ça. Amène-le devant le pouvoir, amène-le devant le gouvernement, amène-le devant le pouvoir judiciaire qui te dira si oui ou non il est terroriste. Et donc, quand tu refuses même cette règle de base-là, là, tu as un sacré problème et tu la refuses habilement parce que Harper, pour moi, c'est un génie de la politique. Je déteste à peu près tout ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait, mais c'est un génie de la politique parce qu'il a été capable de manipuler l'opinion publique en disant, regardez,
moi, je vais le défendre, je vais vous défendre face aux terroristes. Puis regardez, là, les autres partis, ils veulent le rapatrier. Regarde, c'est bien la preuve que. Alors que la question, c'est pas ça du tout. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un procès juste et équitable avec un juge impartial? Si la réponse à ça, c'est ça va dépendre de ce que le premier ministre nous dit, bien là, vous ne vivez plus dans un état de droit. Je suis désolé, vous vivez dans un autre type de régime qui a un autre nom. Moi, personnellement, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis même, pour ne pas dire, là, ça me fout les quételles. Question intéressante que j'ai justement, parce que là, justement, on tire à la fin, on va arriver à la question. Puis ça, je la trouve vraiment importante de te la poser parce qu'effectivement, Linda Sauvé qui pose la question, est-ce que donc la perte de l'état de droit est proportionnelle à la montée de la droite? Et ça, je trouve ça intéressant parce que est-ce que c'est vraiment une couleur politique? Le populisme a-t-il une couleur? En fait, je ne dis pas une couleur politique ou une direction politique. Est-ce que c'est l'apanage de la droite ou l'apanage de la gauche? Est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on peut faire cette distinction-là ou de venir dire à quelle enseigne loge le populisme? Est-ce que c'est à droite ou à gauche ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas un aspect politique de ce sens-là? Encore une fois, une excellente question. Bon, pour ceux qui n'ont pas deviné, je vous le dis, moi, je suis à gauche. OK? On va commencer avec ça. J'ai tendance parfois, et les exemples que je vous donne sont des exemples de droite. C'est Bolsonaro, Pinheiro, Chili, bon, bien ainsi de suite, Harper. Bon, puis on s'entend, Harper, c'est pas de la vraie droite. Là, si tu compares à l'Europe, c'est de la droite de fin de semaine. Là, ça ne fait pas peur à grand monde là-bas. Là. Mais quand même. Par contre, je suis d'avis que l'état de droit, que la préservation de l'état de droit n'a pas de couleur. En d'autres termes, tu peux très bien être à gauche et malheureusement malmener l'état de droit pour peut-être des causes que je pourrais personnellement considérer plus nobles, peut-être. Plus nobles, en tout cas, que foutre le feu à l'Amazonie, comme a fait Bolsonaro en violant une décision d'un tribunal brésilien. Mais ce n'est pas parce que c'est plus noble que c'est nécessairement justifié non plus. Et à travers l'histoire des années récentes, je vais dire les 50 dernières années, il y a plusieurs populistes de gauche qui ont brimé l'état de droit sans se gêner, qui l'ont malmené, qui l'ont torturé sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'au final, c'est une meilleure chose? Je laisse les gens juger, ce n'est pas à moi de le faire. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que je ne crois pas que ce soit la chasse gardée de la droite, mais, et je finis là-dessus, je dirais que les exemples sont plus faciles à trouver lorsqu'il est question d'une droite populiste que l'inverse, du moins ces dernières années. Mais ça, je pense que c'est juste le fait d'une tendance, ça peut revenir aussi de l'autre côté. Un peu depuis l'espèce de chute du communisme, où on a vu évidemment beaucoup d'abus sous le communisme. J'assume qu'effectivement, on a un retour de balancier, que là, effectivement, cet abus-là d'état de droit-là vient à droite, alors qu'il a été à gauche pendant un bon moment. Je veux dire, on peut regarder ce qui s'est fait en ex-Union soviétique. Eux, là, ils se considéraient comme un État de droit, puis c'était la constitution d'eux, puis bon, bref, là, je ne veux pas manquer de respect à personne, mais on s'entend bien, puis c'est toujours ce que je veux dire avec ça, c'est que les étiquettes, pour moi, ça reste juste une bannière, là. Je veux dire, tu peux bien mettre ce que tu veux là, sur ton magasin, là, mais laisse-nous rentrer dans le magasin, puis on va voir qu'est-ce que tu as vraiment. Tu dis que c'est le meilleur hot dog en ville, on va écouter, puis on verra après. C'est bon. J'ai un peu n'importe quoi comme métaphore, là, mais vous avez compris. Voilà. Donc, de notre côté, moi, c'était un peu, c'était notre période de questions officielles. Je sais qu'on a évidemment répondu à plusieurs questions là, au fur et à mesure qu'on a fait l'entretien. Je voyais qu'on avait évidemment un commentaire. Je vais peut-être sauter sur ce commentaire-là pour voir s'il n'y en a pas d'autres, on pourra le finir parce que justement, on mentionnait, puis c'est très intéressant justement, l'aspect de la perfectibilité d'un système de justice ou d'un état de droit, justement, qui est un travail vraisemblablement toujours à recommencer. C'est intéressant, cet aspect-là, encore une fois, médiatique. On parlait, la question qu'on a, c'est par rapport à l'affaire Roson, qui aurait mis en évidence certaines lacunes dans le fond du système, mais en même temps, on a vu, puis c'est très intéressant de voir le directeur des tribunaux pénales, dans le fond, qui est sorti en dire que okay, ça a l'air difficile, l'aspect Roson, mais sachez que notre succès en termes de poursuite d'agresseurs sexuels est vraiment au-delà. Je pense qu'on parlait de 70 75 ouais, c'est juste que c'est les échecs qui sont plus mis de l'avant. Justement, évidemment, il y a toujours perfectibilité, mais en termes de système qu'on a, dans un cadre comme ça,
est-ce qu'on n'a pas le meilleur système possible à l'heure actuelle? Tu sais, puis je suis très large dans ma question, mais je Ouais. pense qu'on peut se poser effectivement cet aspect-là en prenant une base perfectible, mais est-ce qu'on est au mieux? Bien, le DPCP a eu raison de dire les faits. On a un taux de réussite, c'était ni plus ni moins de 2 tiers. En même temps, le job du DPCP, c'est pas, vous parlez à des procureurs de la couronne, on dit c'est pas de gagner, c'est pas de perdre, c'est avec la preuve qu'ils ont, de faire du mieux pour faire avancer la justice. À titre personnel, puis évidemment, je lis personne d'autre que moi en disant ça, ça fait un bout de temps que je le dis puis je l'écris. Moi, je pense que notre système en matière de crimes de nature sexuelle doit être perfectionné parce que tu ne peux pas ne peux pas juger de ce type d'infraction qui est par définition basé sur le consentement, donc un volet plus peut-être un petit peu plus subjectif, peut-être un petit peu plus abstrait que comme par exemple un vol de télévision au Future Shop avec devant une caméra. T'sais, nécessairement, la preuve est beaucoup plus complexe et tu as le même fardeau hors de tout doute raisonnable. Sans compter toutes les espèces de, comment je dirais, soyons honnêtes, là, de bons vieux réflexes que le système a eu pendant longtemps. Bon, la victime est là, en tout cas la plaignante, et puis là, on rentre dedans à coups de deux parties, puis on essaie de la secouer le plus possible, puis d'attaquer sa crédibilité. Moi, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'interdire ce genre de questions-là parce qu'évidemment, il y a un effet qui est absolument décourageant. Ça crée des affaires comme les MeToo 1, MeToo 2, MeToo 3, les dénonciations sur Facebook, qui est une conséquence directe de cette frustration-là qui est légitime en quelque sorte. Dans l'affaire Roson, on a demandé à la plaignante combien qu'elle avait de boutons sur sa blouse le soir de. Je dis, mais niaisez-vous, là? Je dis, moi, tu me demandes où j'ai mis mes clés de charge. Je ne suis pas capable de te le dire, même sous torture. Tu sais, je dis, je m'en souviens pas. Et là, tu es en train de lui demander s'il y a 40 ans, elle avait. Et ben, vous voyez, elle ne s'en souvient pas. Fait que pourquoi qu'elle ne se souviendrait pas de ça, mais qu'elle se souviendrait de telle autre affaire? Tu sais, je veux dire, you. Bon. Et je ne veux pas tomber non plus dans la démagogie, parce que la présomption d'innocence, j'y crois, elle est essentielle. Je ne veux pas vivre dans un État où il n'y a pas de présomption d'innocence, même en matière d'agression sexuelle. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est s'enlever les ornières, puis de se satisfaire de ce qu'on a ou de tomber peut-être dans l'espèce de, comment je dirais, de justice parallèle et d'essayer de voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Par exemple, en Islande, les victimes sont beaucoup mieux accompagnées par l'État. Elles ont un avocat d'entrée de jeu qui est là pour les conseiller, pour éviter peut-être de faire des erreurs lorsqu'elles vont dans les médias et tout ça, parce que ça a un impact souvent aussi au final. On se souvient de certaines affaires qui ont eu lieu récemment. L'autre affaire, le classique, c'est ce qui se passe en Afrique du Sud, un tribunal spécialisé en matière de crimes de nature sexuelle. Tu sais, par exemple, à la Chambre du Québec, il y a une chambre de la famille. En Cour supérieure, il y a une chambre de la faillite. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des juridictions qui méritent une certaine spécialisation, un certain intérêt. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des chambres constitutionnelles comme il y en a en Europe, mais apparemment qu'on n'est pas rendu là. Mais dans l'intervalle, on pourrait très bien créer, sans trop se casser la tête, des chambres spécialisées pour réaliser, parce que moi, je me suis intéressé à ces choses-là un peu par la bande, et on m'a expliqué la chose suivante. Il y a selon plusieurs études, je ne sais pas à quel point, puis je ne suis pas un spécialiste non plus, mais qu'il y a des victimes qui disent, moi, je ne veux pas nécessairement que mon agresseur se ramasse en prison, mais je veux avoir, par exemple, des excuses, je veux qu'il me regarde dans les yeux puis qu'il réalise ce qu'il a fait pour éviter de le faire aux autres. Donc, un genre de justice réparatrice qui pourrait s'exercer peut-être différemment de ce qui se passe actuellement. Ça n'empêche pas que les agresseurs peuvent aussi se ramasser en prison, hein, c'est pas contradictoire, mais il pourrait y avoir peut-être une justice sur mesure pour ce type de crime-là. Ce qui existe en Afrique du Sud, il y avait une épidémie de viols dans les années 90 et apparemment, depuis la création de ce système-là, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais apparemment que ça a baissé de manière plutôt drastique. Pourquoi? Ben parce qu'on les a pris en charge avec un système adapté, chose que ne fait pas notre système actuellement, même si ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas vrai que c'est tout le temps une catastrophe. Le problème des Rosons, des Salvaille et tout ça, c'est que ce sont des procès ultra méga médiatisés, mais un juge doit s'en tenir à ce qu'est l'état du droit. Tu ne peux pas non plus réinventer quelque chose pour satisfaire le média.
C'est intéressant ce que tu parles justement de justice réparatrice parce que même du point de vue civil, le code vient tout juste d'être modifié justement pour arrêter de voir des excuses comme mais comme une admission d'une faute, comme une admission pour justement permettre cette option-là à des gens qui, pour eux, pas une réponse tant en jugement, mais qu'une réponse en excuse peut être la plus satisfaisante pour eux et la plus réparatrice pour eux. Puis, je pense que c'est intéressant d'avoir effectivement, plus on a une justice qui va être adaptée à ce que les gens en demandent, plus est-ce qu'on va avoir des gens qui vont adhérer à ce système de justice-là, qui vont vouloir y participer, et plutôt que de garder ça en silence, pire que de se faire justice eux-mêmes. Moi, je ne peux pas être. Je comprends pourquoi la justice parallèle peut être. Là, on parle de nature sexuelle, mais ça peut être pour n'importe quoi. Je comprends pourquoi la justice parallèle existe, mais c'est dangereux parce que est-ce que tu peux vraiment vivre dans un état de droit s'il y a un système de justice parallèle? Or, actuellement, il y en a un système de justice parallèle, notamment avec les médias. Moi, je ne sais pas, je considère que ça, c'est un message qui est fort. Il faut prendre ce message-là. Les ministres de la Justice doivent prendre ce message-là au pied de la lettre et se dire, OK, il faut créer quelque chose en rapport à ça. Et ça prend une réponse. Parce que tu parlais tout à l'heure, c'est la preuve que tout ça est circulaire là, dans notre affaire. C'est qu'il y a un désengagement, il y a un manque de confiance face aux institutions judiciaires, pas par rapport à tel ou tel juge, mais par rapport à la capacité des tribunaux, la capacité des policiers aussi. Moi, j'ai représenté une couple de victimes devant les policiers. Je vais te dire que ça fait dur, là. Il y a du travail à faire là-dessus parce que si la preuve n'est pas bien ramassée, ben ça ne grimpe pas, là, puis auquel cas, on n'est pas plus avancé. Donc, tout ça pour dire que ce désengagement, de cette espèce de refus de continuer à faire confiance au système, c'est drôlement problématique. Et ça, on ne peut pas blâmer les victimes pour ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est prendre en considération leurs témoignages qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus clairs, et d'apporter les modifications en fonction de ça. Exactement. Écoute, Frédéric, je ne vois qu'on n'a plus de questions directement. Je pense que dans ce cas-ci, en fait, j'aimerais prendre le temps de te remercier, en fait, vraiment, vraiment beaucoup. Honnêtement, c'est des questions où je t'en ai souvent sur la ligne, où il n'y a jamais de oui ou de non. Et tu as admirablement bien répondu, en fait, à toutes ces questions-là. Et je dois dire, moi-même, personnellement, je suis bien content que tu aies pu aller sur tes expériences personnelles que moi, j'ai pu voir au fur et à mesure, te suivant sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes, en fait, qui, objectivement, à te suivre sur les réseaux sociaux, non seulement tes chroniques, justement, du côté du métro, qui sont très, très, très intéressantes, mais également toutes les différentes publications que tu peux faire concernant, généralement, l'état du droit, je pense que c'est pas mal ton sujet de prédilection. Évidemment, au nom du Salon Visée Droit et en mon nom personnel, je voudrais te remercier vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir pris ce temps-là et surtout d'avoir échangé avec nous pour pouvoir discuter de l'importance et justement de certains pièges autour de l'état de droit. Merci vraiment beaucoup. Ben, écoute, tu es super fin. Ça a été vraiment très agréable. Puis, comme d'excellentes questions de tout le monde, particulièrement les tiennes. Puis, bravo à votre initiative. Poursuivez-la. Je sais que ce n'est pas évident d'attirer l'attention des gens. Il y a beaucoup de concurrence et de compétition. Mais pour moi, là, vous avez clairement une des pistes de solution. Tenter de renverser le mouvement actuel, c'est de faire justement cette éducation-là à travers une discussion. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on est avocat, juriste, qu'on a la solution. Il faut avoir cette humilité-là d'échanger puis de se remettre en question et de ne pas penser que le système établi est nécessairement sans faille. Et ce que vous avez fait, c'est franchement fantastique. Et poursuivez ça. Et si c'est le cas, bien, vous pouvez compter sur moi anytime. Excellent. Et justement, pour parler de continuer ça, donc plusieurs activités qui sont à venir. Donc, je vous invite évidemment, tous les participants qui sont actuellement sur la ligne à venir. On a une conférence donc, sur l'effervescence du milieu immobilier le 30 mars prochain. Un jeu questionnaire concernant le Code de la sécurité le 1er avril prochain avec des prix à gagner, ainsi que notre procès simulé le 6 avril prochain. Bien entendu, beaucoup d'autres activités sont à venir. Je vous invite à consulter la programmation complète du Salon Visée Droit au www.salonvisédroit.com ainsi que sur Facebook où l'entièreté de nos activités sont listées. Les événements Facebook également sont créés. Encore une fois, merci beaucoup, Frédéric. Docteur Frédéric.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants. Et voilà. Merci beaucoup à tous les participants ainsi que vos questions qui ont été vraiment intéressantes et qui ont permis à la discussion de progresser. Et je souhaite à tous et à toutes une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.